être avec Myriam Bidot, qui est thérapeute de couple, et on va vous parler de la dépendance affective dans le couple. Donc j'attends qu'elle se connecte, je lui ai envoyé un lien d'invitation. Hop. Bonsoir. Bonsoir à vous qui venez de rejoindre le live. J'attends que Myriam se connecte et on va faire un live en duo. Donc Myriam, la thérapeute de couple, sur la dépendance affective dans le couple. Donc n'hésitez pas à me dire si ça fait longtemps que vous suivez la chaîne, qui vous êtes, d'où vous venez, ça m'intéresse. Pas tarder. Hein. Bonsoir Quentin, comment allez-vous? Ah bah vous êtes un peu plus nombreux à me rejoindre. Dites-moi qui est là dans le live. Ah, Myriam elle va arriver, donc c'est parti. Trop hâte. Coucou Myriam, comment ça Ça va? va? Oui, ça Ouais. va. Alors attends. Franchement, on a connecté sans trop de difficultés. J'espère que ça va bien se passer. Bah, moi aussi, j'ai essayé de créer le lien de mon côté, tu vois? Parce que je découvre ça, sur YouTube. J'espère qu'on Mhm. m'entend bien. Ouais, on t'entend bien, on te voit très bien en tout cas. OK, bon, bah, tant mieux. Là, j'ai sorti le pied, le micro. On devrait être bien. Ouais. Alors du coup, bah, on va commencer sans plus tarder. Myriam, toi, tu as une grosse communauté sur YouTube, mais les gens qui sont sur ma communauté ne te connaissent pas, même si je parle très souvent de toi. Mmh. Est-ce que tu peux te présenter à mon audience? Oui, alors je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille en cabinet ici, près de Lyon et puis sinon, à distance, à travers mes programmes de coaching, mes accompagnements, des formations également, qui s'adressent aux personnes, qu'elles soient en couple ou qu'elles soient, actuellement, célibataires. Voilà et donc je fais ce métier depuis de nombreuses années avec passion, c'est une reconversion pour moi, puisque je travaillais très longtemps avant dans l'industrie. Mais ça fait quand même près de 15 ans maintenant que je travaille dans Ouais, ce c'est ça, domaine et notamment dans la relation, pour des relations. mais ça fait depuis 2009 que tu travailles, toi, 2009, dans... ouais, mais même un peu avant, parce que 2009, c'est quand j'ai vraiment commencé, mais j'avais déjà quelques patients en 2005. Donc ça commence à faire, je crois que je compte pas vraiment, mais ça commence à faire quelques années. Et j'ai créé ma société donc À tout couple en 2017, tout début 2017. Ah oui, d'accord. Bah, Voilà. merci pour ta présentation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui vont arriver de la communauté de Myriam, donc moi c'est Chloé Mercart et je suis coach en amour. J'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective. Bah, justement, bah, c'est le sujet d'aujourd'hui, hein. On va Ouais. en parler notamment dans le cadre d'un couple, en fait, de deux partenaires qui, bah, soit il y en a un qui souffre de dépendance ou alors les deux. Donc on va vraiment parler de ça aujourd'hui. Et puis, je les accompagne donc avec de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose ericksonienne ou encore du coaching, justement à renforcer l'estime de soi. Parce que très souvent, dans le Mmh. cadre de la dépendance affective, une des conséquences majeures, c'est le manque d'estime de soi. Et c'est d'ailleurs ça qui m'empêche de m'attacher sereinement à mon partenaire. Exactement. C'est non seulement une conséquence, mais c'est aussi une des causes. C'est-à-dire qu'à la racine de toute dépendance, qui est en quelque sorte aussi une espèce d'addiction d'une certaine façon, il y a des problématiques, on va dire, relationnelles avec nos parents ou avec les personnes qui se sont occupées de nous tout petits. Et très souvent, ça va faire le lit justement de cette dépendance et avec beaucoup, beaucoup de manque de confiance en soi et une difficulté justement à véritablement s'aimer, s'accepter. Donc c'est pour ça que voilà, l'un et ensuite tout s'auto-alimente d'une certaine façon.
Tout à fait. Alors, on a déjà quelques messages, j'essaye de les afficher. Alors, il y avait Quentin qui me disait je vous suis depuis quelques mois, j'aime énormément vos conseils. Bah, merci beaucoup, Quentin, c'est avec plaisir que je les donne sur cette chaîne. Et Libellule334 qui me dit comment savoir étant célibataire, si on souffre de dépendance affective. Et après, estime de soi ou déficit de narcissisme, est-ce que c'est pareil? Alors, tu peux savoir si tu souffres de dépendance affective, même si tu es célibataire, parce que dans tous les cas, en fait, la dépendance affective, comme l'a dit Myriam, c'est un trouble de l'attachement qui déjà vient de notre manière d'être constitué, tu vois, même dans notre estime de nous-mêmes, dans notre organisme psychique. Et donc, du coup, ça va toucher, en fait, tous tes domaines de vie. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'être en couple pour être dépendant affectif. Généralement, quand on souffre de dépendance affective, on en souffre aussi dans la famille. On en souffre par rapport à notre estime de nous. On a souvent besoin de l'approbation des autres. On a du mal à prendre des décisions importantes. La moindre question, on est souvent remis en question. On a peur du conflit. On a souvent peur d'être rejeté. En fait, la relation est tout le temps en train de nous. Moi, j'aime bien utiliser le terme challenger, mais en fait, elle nous reflète tout le temps ce manque d'estime qu'on a pour nous. Et donc, dans des interactions sociales avec des personnes avec qui on n'est pas forcément dans de l'attachement, bah, souvent on les met sur un piédestal alors que nous, on s'infériorise naturellement Ouais. dans la relation. Ça, c'est quelque chose qui intervient très souvent. Pour être sûr d'être aimé, pour être sûr d'être accepté. Et en réalité, souvent, ce qu'on va récolter, c'est justement une plus grande, enfin, un attachement conditionnel, on va dire. C'est-à-dire qu'on va nous renvoyer des conditions, on va nous renvoyer des exigences, et donc ça va entretenir ce manque aussi d'estime de nous, parce qu'on va aussi, on va aller vers aussi des partenaires souvent qui sont pas nécessairement très sécures eux-mêmes. Et une des choses que je trouve très importante dans la question de la dépendance dans la relation, dans le couple, on dit, enfin tout ce qu'on peut lire sur les réseaux, c'est qu'il y aurait un dépendant dans le couple et l'autre qui serait moins dépendant. Euh, on n'est pas tous dépendants pareil, mais je pense que dans une relation de couple, quand il y a des problématiques de dépendance, il y a aussi des problématiques de dépendance à la dépendance de l'autre. Et en réalité, on a très souvent plutôt affaire à deux dépendants affectif qu'à une seule personne qui serait la personne entre guillemets qui serait un peu montrée du doigt et qui devrait entre guillemets se soigner. Je mets beaucoup de guillemets, mais c'est un petit peu, parfois c'est un peu stigmatisé. Or c'est pas du tout aussi Mhm. simple parce que la dépendance se nourrit dans la relation aussi et on n'est pas dépendant tout seul. On est dépendant avec un autre et cet autre est souvent, très souvent aussi dépendant de notre propre dépendance. Voilà, et c'est Tout après il à y a fait. beaucoup de jeux de miroir, même si après on peut rentrer dans des, mmh, dans des triangles, bourreau, victime, sauveur, et cetera. Enfin, tout ça, on va en parler un petit peu plus avant, mais voilà. Mm. Alors, pour répondre à ta question, Libellule, ne pensez-vous pas aussi les modèles présentés aux femmes par rapport à Alors, attends, parce que le message s'efface. Par la société sur la sexualité, le rapport au corps, etc. Alors, moi, je ne comprends pas très bien la question. J'aimerais bien que tu puisses me dire exactement ce que tu veux savoir, parce que j'arrive pas vraiment à savoir quel est le sens de ta question. Et après, tu demandes, cela touche donc tous les domaines, pas spécifiquement le domaine amoureux. Oui, en effet, par exemple, moi, les nombreuses personnes que j'ai accompagnées qui étaient dépendantes, en fait, souvent, elles viennent pour le domaine intime, parce que c'est ce qui est le plus frappant, c'est celui où on est le plus vulnérable, c'est celui où on donne le plus de soi aux autres. Mais en fait, généralement, dans le domaine familial, déjà, il y a souvent une dépendance à un des parents, ou alors le sentiment d'être très vulnérable aux critiques, d'être souvent la personne qui se remet encore une fois beaucoup en question. Dans le travail, c'est souvent des personnes qui sont un petit peu, tu sais, les larbins de leur patron ou qui travaillent Mmh. énormément pour avoir la reconnaissance de leurs collègues. Souvent, comme tu l'as dit, Myriam, il y a des jeux psychologiques qui se mettent en place pardon, dans leurs relations. Et donc, c'est des personnes qui, pour avoir de l'attachement, parce qu'il faut bien comprendre que les dépendants affectifs, leur intention positive, c'est justement de l'avoir de l'attachement, d'avoir de la présence, d'avoir de la Oui, valorisation, ils en ce ont qui n'est encore pas. plus besoin d'ailleurs. Voilà. Ils vont justement aller en chercher inconsciemment par leur comportement, et ça peut être des comportements de sacrifice de soi, de don de soi à outrance, mais qui est en fait une façon d'essayer de sauver la relation ou d'essayer
d'être pris en charge par l'autre. Ça arrive Oui, très, très souvent, oui, oui. dans l'amitié, dans la famille, dans le travail, dans plein de Exactement, et domaines. ça va avoir des conséquences, délétères, puisqu'en réalité, c'est très difficile d'aimer et de respecter quelqu'un qui ne s'aime pas, qui ne se respecte pas. Donc c'est pas la bonne stratégie, même si à la base de ça, il y a une véritable stratégie de protection, par rapport à des traumas. Alors ce qu'on appelle des traumatismes, c'est pas nécessairement des grandes choses très, très visibles. Il peut y avoir des choses importantes, des abus sexuels, et cetera. Mais ça peut aussi être des choses assez, simples, anodines, qui ont constitué trauma, et ce sont ces traumatismes qui vont se fixer, qui sont pas traités et qui vont créer plus tard des problématiques d'addiction, on va dire en général, et notamment la dépendance affective. Ce sont des mécanismes qui sont assez proches, même si les façons de faire sont plus ou moins, enfin les conséquences sont plus ou moins graves, et la façon dont ça va s'exprimer va dépendre de chaque personne. Mais dépendance affective, on est dans le domaine des addictions, et dans mon paradigme, la majorité, enfin les addictions sont liées à des traumatismes très tôt dans le développement de l'enfant. Et donc, Ouais. les façons de traiter ça et de soigner ça, très souvent, vont passer par le coaching, la thérapie, et puis beaucoup de travail sur soi, qui n'est pas nécessairement un travail d'arrache-pied où il faut tout le temps être en questionnement. C'est Merci de plutôt me le dire, c'est important, je trouve. C'est plutôt Vraiment. une façon, une nouvelle façon de se voir et de se vivre, et de vivre le présent, qui nous permet d'avoir un regard déjà un peu décollé de notre personne, avec une façon d'apprendre à se voir un peu de l'extérieur, donc s'auto-observer. Ces auto-observations, donc avec bienveillance, hein, c'est pas des auto-observations dans le jugement, parce que ça on sait faire, mais c'est plutôt apprendre à se regarder d'une façon bienveillante, qui petit à petit vont nous permettre de comprendre certains de nos mécanismes, qui ensuite vont nous permettre d'essayer des choses nouvelles, donc de passer par l'expérience, et petit à petit va nous permettre de restructurer certaines choses. Puis en parallèle, il y a une construction de l'estime de soi. Enfin, on va, tous ces petits pas vont permettre de consolider l'estime de soi, vont nous permettre d'avoir d'autres renvois de l'environnement, parce que la dépendance, ça ne se traite pas tout seul, ça se traite toujours avec les autres. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que nous sommes tous, à la limite, nous sommes tous des dépendants. Après, il y a une question de degré, mais il y avait une question qui passait juste avant, qui disait: ne sommes-nous tous pas interdépendants? Dans le couple, il y a toujours de la dépendance. On ne peut pas être en couple sans qu'il y ait de la dépendance, parce qu'en fait, être en couple, c'est être touché par l'autre, et c'est toucher l'autre, sinon il n'y a pas de relation. Donc c'est cette capacité à être touché et à toucher. Après, ce qui va vraiment être fonctionnel dans le couple, c'est d'être capable d'être à la fois un peu complètement chez l'autre, et parfois de s'oublier, ok, mais ça c'est la dépendance affective, mais d'être aussi capable à d'autres moments d'être un peu plus pour soi, et que l'autre nous touche un peu moins. Et puis, une des modalités la plus importante pour développer la capacité à être en lien, c'est la capacité à être soi, tout en étant avec l'autre, tout en étant capable d'être en lien avec l'autre. C'est-à-dire, c'est une modalité qui est un peu duelle, et qui nous permet d'être vraiment là avec d'être rassemblés quelque part, et puis suffisamment autorégulés, et puis de pouvoir interagir avec un autre qui forcément va venir nous toucher, nous gratter, parfois appuyer sur des boutons, parfois nous mettre en mouvement, ou voilà. Et c'est cette capacité, ce qui est sain, c'est cette capacité à aller dans différentes modalités en fonction de ce qui est ajusté. Et la problématique de dépendance, c'est qu'on fonctionne toujours de la même manière, et après, avec ce que tu indiquais, certains excès, la jalousie extrême, le manque complet de confiance en soi, le fait de s'oublier complètement dans la relation, de vivre par, comment est-ce qu'on appelle ça, par procuration, voilà, à travers l'autre, ah super, j'ai rencontré quelqu'un génial, tiens, je me donne à toi, comme ça je fais l'économie de moi, j'ai plus besoin de m'occuper de moi. Et ça, c'est des fonctionnements qu'on peut avoir. Ça peut nous paraître une bonne solution. Du coup, on n'a plus besoin de se confronter à notre vide, et à tout ce qui nous fait peur et ce qui nous met mal à l'aise. Sauf qu'en réalité, le prix à payer est excessivement élevé, voire inabordable, on va dire. On peut pas, en réalité, voilà, c'est pas la bonne. C'est une stratégie Ouais. qui est toxique et dangereuse.
Si je pouvais, reformuler peut-être différemment pour bien expliquer ce que tu as dit, en fait, c'est ça, c'est que dans le couple, en fait, comment dire? L'objectif, c'est pas d'être indépendant parce que la vraie indépendance, c'est une autre forme de dépendance, en fait. C'est Mmh. l'incapacité tellement je manque de souplesse vis-à-vis de mon attachement que du coup, comme tu l'as dit, Cécilia, dans ton commentaire, je vais me mettre dans une sorte de bunker affectif, dans une sorte de tour d'ivoire émotionnelle parce que je me protège de l'autre et que je me protège de l'intimité. Mais comme tu l'as dit, quand on n'est plus dans l'addiction et qu'on a suffisamment travaillé sur sa sécurité affective, naturellement, dans toutes les relations d'affection, dans toutes les relations d'attachement avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis et avec notre conjoint, on est normalement dans l'interdépendance, c'est-à-dire dans cet équilibre entre la dépendance naturelle d'une relation sentimentale parce qu'il y a de la vulnérabilité et de la sensibilité et que pour construire un projet à deux, ben, il faut bien à un moment donné signer un contrat et prendre un petit peu de risque, donc forcément on donne de soi. Et en même temps, le problème des dépendants affectifs, c'est qu'ils manquent de souplesse. Donc ils sont souvent dans le tout ou rien. Et c'est pour ça que tu l'as dit, il y a une comparaison. Et c'est pas juste une comparaison, c'est que c'est vraiment une addiction comportementale. Et d'ailleurs, quand on travaille en psychologie clinique sur la dépendance affective, souvent on parle de justement de recherche de cet équilibre de sécurité émotionnelle. On travaille beaucoup sur la pleine conscience. Pourquoi? Parce qu'on cherche à réguler les émotions. Les personnes qui tombent dans des addictions, c'est souvent des personnes qui ont des troubles de l'attachement. Sauf que la dépendance affective, pour ne pas tomber dans une addiction aux substances ou ne pas tomber dans une psychopathologie mentale, elle a développé justement eh bien, ce mode d'attachement qui est soit dans le tout ou rien, soit dans le manque de souplesse totale affectivement. Et donc Je effectivement, dirais comme tu même l'as une dit, chose, Chloé, c'est que l'addiction est une façon d'essayer de réguler l'émotion, justement. Donc mmh, l'addiction, les différents modes d'addiction, ce sont simplement des manières de se réguler émotionnellement, quand on est effectivement assez dérégulé. Donc c'est important ouais, parce qu'on a tendance à avoir une vision extrêmement négative des addictions, alors qui ont des conséquences parfois dramatiques, mais en réalité c'est une façon, suite à des traumas, très souvent des traumas d'attachement, mais il peut y avoir d'autres traumatismes, de se réguler émotionnellement. Et ça va tout à devenir un fait. mode de fonctionnement complètement fixe et figé. C'est ça et qui ne peut trouver, sa Ouais. résolution que, bah, dans ce côté, extrême et ce côté aussi, prisonnier, tu vois, de son Oui. addiction. Je ne peux me tourner que vers ça parce que j'arrive pas à le faire d'une autre manière et que peut-être j'arrive pas à m'observer comme tu l'as dit. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que, quand vous êtes en couple ou célibataire et que vous voyez qu'il y a ces blessures, d'abandon, comme l'a dit Myriam, souvent c'est des traumas. Alors, c'est pas forcément des choses extrêmes, mais ça peut être, de la négligence émotionnelle. Il y en a beaucoup dans les familles, en fonction des parents que vous avez eus, en fonction des expériences de vie que vous avez eues. Les traumas, finalement, c'est des expériences de vie qui ont été chargées affectivement et que vous n'arrivez pas, en fait, à réguler, que vous n'arrivez pas à, comment on dit, que vous n'arrivez pas à intégrer, que vous n'arrivez pas Mmh. à harmoniser dans votre parcours de vie, mais aussi dans votre récit. Donc, c'est des choses qui souvent sont très refoulées et qui n'ont pas été traitées par votre cerveau et justement par votre psychisme. Donc, forcément, il y a quelque chose qui s'est fixé, tu l'as dit tout à l'heure, et qui reste en fait comme un blocage émotionnel. Et ça, quand on n'en a pas conscience, bah, des fois, ça se répète, ça cherche excuse-moi, ça cherche à s'intégrer inconsciemment à travers d'autres rencontres, à travers des comportements d'auto-sabotage qui se répètent sans qu'on en ait conscience, Mmh. parce que justement, bah, comme on n'a pas traité ce trauma-là, on essaye de l'intégrer malgré tout. Donc le tout, c'est d'en prendre conscience en s'observant, et puis aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, mais en faisant preuve d'autocompassion. En couple ou en étant célibataire, les personnes dépendantes affectives, elles ont très, très peu d'autocompassion. Et c'est Mmh. pour ça qu'elles cherchent constamment ce regard et cette validation, vers autrui qui ne fait que finalement, les remplir, à très court terme parce qu'en fait, ça ne suffit pas. Il y Mmh. a un vide à l'intérieur d'elle-même, il y a une sorte de vécu constant de vide et de manque et ça malheureusement, bah, elles cherchent à le fuir mais il y a nulle part où aller. L'autocompassion, c'est vraiment un des outils, heu, il y en a plein et notamment je crois que passer par le corps, c'est essentiel, c'est-à-dire de vraiment travailler sur le mental et sur le corps et d'intégrer les 2.
dans la résolution, on va dire, des problématiques de dépendance affective, c'est très important. Et l'autocompassion et la bienveillance dans une relation, c'est quelque chose qui va pouvoir permettre de développer de la sécurité, et cette sécurité, au fur et à mesure, va pouvoir venir alimenter le socle au niveau du couple. Après, quand on est dans des problématiques de dépendance affective, très souvent, il va y avoir des cycles négatifs dans la relation de couple. Ces cycles négatifs vont devenir de plus en plus importants, de plus en plus extrêmes et de plus en plus fréquents, hein. C'est ce qu'on voit sur plusieurs mois, voire plusieurs années dans les couples. Et la première chose déjà à comprendre dans la relation de couple, c'est que le problème n'est pas l'autre. Très souvent, on a tendance à pointer du doigt l'autre en lui demandant de changer. Le problème, c'est d'abord la première prise de conscience, c'est de comprendre que le problème, c'est le cycle négatif. Et à partir du moment où on peut comprendre ça, on arrive à se décoller un petit peu et voir un peu comment fonctionnent les deux ensemble, parce qu'en fait, il y a deux personnes qui font en sorte d'avoir un résultat. Et ensuite, on va mettre en place d'autres façons de communiquer qui vont permettre petit à petit de moins rentrer dans ce cycle négatif et petit à petit de construire des façons de fonctionner ensemble qui soient beaucoup plus saines et qui notamment vont apporter de la validation chez l'un et chez l'autre. Cette validation, elle est essentielle, mais il y a aussi tout un travail à faire sur le plan personnel pour apprendre à s'autoréguler. Donc la validation va permettre une co-régulation, mais la partie autorégulation, ça appartient aussi à chacun. C'est-à-dire de voir aussi, par l'auto-observation notamment, puis ensuite d'autres outils qu'on peut mettre en place, de voir aussi où est-ce que ce qu'on demande à notre partenaire, c'est, entre guillemets «légitime», où est-ce que ça parle de nos blessures et comment faire un peu la part entre les deux, prendre un peu sur soi, travailler sur soi pour justement développer un peu plus de sécurité, puis la mettre au travail dans la relation de couple pour que ça crée plus de sécurité ensemble, et cetera. Donc Ouais, voilà, c'est tout un travail. Ça paraît parfois, moi j'ai des personnes qui viennent en couple et qui sont presque découragées, après, la première séance en se disant: «Mon Dieu, mais on va jamais y arriver». Mais en réalité, à partir du moment où on se met en chemin, c'est vraiment le fait de le faire et de pratiquer de plus en plus régulièrement qui va faire qu'au final, au fur et à mesure, je veux dire, ça va être de plus en plus, facile, et puis, on va beaucoup mieux comprendre ce qui se passe, donc ça va créer moins de souffrance, heu et cetera. Je vois qu'il y a des c'est ça. questions qui passent et elles disparaissent, donc Oui, on beh, pas oui, les je sais bien, moi c'est pas très ça me fait pratique. pareil. Parce qu'il y a Libellule qui écrit pas mal de choses, notamment elle parlait de libido, de pulsion libidinale. Alors forcément, on voit pas les messages. Addiction peut être liée aussi à la quantité d'énergie libidinale qui varie d'un individu à l'autre. Alors moi, cette théorie, je pense que c'est une grille de lecture plutôt psychanalytique que moi, je j'ai pas trop ce courant psychanalytique, mais après les addictions, on peut les on en psychologie ou en coaching, on a des tas de grilles de lecture, en fait, qui nous permettent et avec à chaque fois un vocabulaire qui est, spécifique, mais en réalité, très souvent, on va parler de mécanismes qui sont similaires. Donc voilà, moi, c'est plutôt, de c'est disons que si la pulsion libidinale, c'est quelque chose qui a besoin d'être résolu, dans ce sens-là, oui. Après, si tu veux, libellule, préciser un petit peu plus ta pensée pour qu'on puisse, rebondir dessus, et je pense qu'on peut être très solide à un certain point et d'autres sur d'autres points. Donc j'imagine que libellule, tu dis qu'à certains endroits, on peut être beaucoup plus construit et structuré et à d'autres un peu moins. Ça, c'est le propre de l'être humain, c'est-à-dire qu'on a tous des blessures, on a tous des limites, on a tous des endroits sur lesquels on va travailler, et la relation de couple, c'est l'occasion justement, parce qu'on va chercher un partenaire qui va nous faire bosser sur les endroits où on a besoin de grandir, hein. C'est par essence, on est attiré par les personnes qui vont nous faire bosser. Après, tout le challenge, c'est de ne pas trop leur en vouloir, une fois qu'on est sorti de la phase de fusion, et puis de choisir un partenaire avec qui il y ait des points d'achoppement qui ne soient pas trop, trop douloureux parce que sinon c'est quasi, impossible.
Il y a Quentin qui voudrait qu'on revienne sur la contre-dépendance affective. Bien sûr, ce qu'on peut aussi dire, c'est que la contre-dépendance affective, moi, j'aime bien l'expliquer avec, l'attachement anxieux évitant. Ça se ressemble beaucoup. En fait, c'est vraiment, l'extrême opposé que j'ai donné tout à l'heure. Il y avait quelqu'un, Cécilia, qui parlait de bunker affectif. Moi, je parle de touriste d'ivoire. C'est quelqu'un qui, pareil, a pu avoir des traumas, d'attachement, souvent, une indisponibilité affective de la part des parents ou alors de l'abandon ou même n'importe quel autre vécu qui, à un moment donné, l'a impacté dans sa capacité de faire confiance à l'autre. C'est souvent dans l'engagement et dans le faire confiance et dans l'intimité que cette stratégie-là, elle survient. Et moi, ce que j'aime bien dire sur la contre-dépendance affective, c'est que c'est une stratégie, tout comme la dépendance affective. C'est simplement une façon de se protéger et en fuyant la relation, en étant dans l'extrême indépendance et dans ce truc de moi, j'aime pas m'engager, moi, je veux pas me prendre la tête, moi, je suis pas capable d'être en lien avec l'autre, bah, c'est quelque part une façon des fois de fuir pareil ses blessures, de la même manière que le dépendant, il va essayer de fuir ses blessures en étant pris en charge par l'autre. Mais ce qui me paraissait important de dire concernant la dépendance affective dans le couple, c'est que effectivement, il y a plusieurs dépendances affectives dans le couple, mais il y a souvent ceux qui reviennent souvent, c'est soit on est deux partenaires dépendants affectifs et auquel cas souvent on s'est attiré parce qu'on avait des blessures similaires qu'on va pouvoir régler tous les deux si on a envie de le régler et si c'est le bon timing pour les deux personnes, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, il y en a un qui est un peu plus conscient de ces mécanismes et l'autre, il est moins dans la capacité de les voir et de vouloir les affronter, peut-être parce que c'est pas le bon moment pour lui de voir ça. Et auquel cas, ça peut être utile d'aller voir un thérapeute de couple justement pour travailler sur ces deux stratégies-là, parce que ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y en ait un qui essaye de jouer l'infirmier et jouer le sauveur face à l'autre parce qu'il a regardé deux articles sur Internet. Ça aussi, ça arrive souvent. Et du coup, il y a cette envie de sauver l'autre et de mieux le comprendre. Et des fois, ça peut... en fait, il y a des jeux psychologiques et malheureusement, on ne prend pas la bonne place. Et des fois même, en jouant ce rôle-là, on n'est pas non plus responsable. D'ailleurs, moi, je le vois beaucoup dans mes vidéos YouTube quand on me demande comment changer l'autre, comment faire qu'il prenne conscience de ses blessures ou comment changer un homme évitant. En fait, on ne change pas quelqu'un qui ne veut pas changer. Ça, c'est la base. Ou deuxièmement, ce qu'on voit aussi très souvent, c'est un partenaire qui est beaucoup plus dans la dépendance et un autre qui a un attachement soit évitant, soit sécure. Et dans le cas de l'attachement sécure, ce qu'il faut savoir, c'est que naturellement, quand le partenaire sécure est capable, avec le temps, justement, de venir sécuriser la personne qui est en dépendance, naturellement, cet attachement-là, il va pouvoir se reconstituer. Il va pouvoir reprendre de la confiance et reprendre de la sécurité. Maintenant, si vous ne voulez pas épuiser votre partenaire, ça peut être utile de faire un coaching personnalisé pour se dire comment moi je vais gérer mes blessures pour ne pas épuiser le partenaire. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de jalousie, beaucoup d'erreurs cognitives aussi. Les erreurs cognitives, moi j'en vois très souvent chez les personnes en dépendance. C'est il m'a pas répondu, c'est sûr qu'il est en train de me tromper. Et donc dans ce cas-là, je regarde mon portable tout le temps pour voir le statut Facebook ou le statut en ligne. Il n'est pas rentré à 19h45 à la maison, ça veut dire qu'il est en train de me tromper avec une collègue de boulot. Ou alors, il m'a dit ça, ça veut dire qu'il m'aime pas ou qu'il se moque de moi. Non, en fait. Là, c'est mon manque de sécurité qui me fait percevoir de manière rigide, extrême et extrêmement fausse des faits qui parfois sont juste une phrase dite comme ça, juste de l'autodérision ou simplement un partenaire qui vous fait confiance et qui du coup se sent bien avec vous. Et c'est dommage parce que ça vient épuiser la relation. Il y avait un commentaire sur le couple anxieux évitant que j'ai qui vient de... Oui, c'était Cécilia. Sur le couple anxieux évitant, c'est un couple classique, le couple anxieux évitant. Pourquoi donc ce sont deux façons, deux attachements, on va dire, insécures, d'accord, ou peu sécures. Donc l'anxieux, en fait, est très souvent attiré par une personnalité ou une personne de type évitante, parce que l'évitant va donner une certaine apparence de calme, d'être droit dans ses bottes, de gérer ses émotions, etc. Et l'évitant est très souvent attiré par l'anxieux au début, parce que l'anxieux va exprimer beaucoup de choses, va poser beaucoup de questions, va être en demande, à stimuler l'interaction, et beaucoup
beaucoup dans l'émotion. Et donc, en fait, chacun va chercher chez l'autre, entre guillemets, ce qui lui manque d'une certaine façon. Le problème de ces couples, c'est que les deux ont des bases insécures et que très vite, au moment de la différenciation, donc c'est la deuxième phase de la relation, ils vont avoir beaucoup de mal à sortir de cette phase de la différenciation parce qu'en réalité, il n'y a pas suffisamment de sécurité et qu'ils vont rentrer dans des cycles négatifs très destructeurs pour le lien. Donc déjà, ça va mettre à mal leur relation et ça va venir potentialiser leurs insécurités. Et donc, s'il n'y a pas de base sécurisante s'il n'y a pas de socle sécure, la relation ne va pas pouvoir grandir et s'épanouir. Donc, ils vont rester dans un stade 2, une phase 2 de la relation. Donc, c'est la phase de différenciation, mais ça s'appelle aussi la symbiose aigre-douce. Enfin, il y a plein de noms à cette phase-là. Et c'est un peu la phase de tous les dangers. C'est la phase où l'infidélité, par exemple, a toujours lieu dans cette phase-là de la relation. C'est une phase où, en fait, on n'arrive pas à être différents l'un de l'autre et on n'arrive pas à exprimer nos différences pour en faire des forces et pour construire le lien. Et on reste sur une relation qui, à la base, est peu sécurisée et qui va le devenir de plus en plus parce que tout ce qui va se passer dans cette phase, il faut savoir que dans un couple, soit il y a constamment des tentatives pour créer du lien et de la connexion. Et soit ces tentatives, elles sont reçues, acceptées, et donc elles ne tombent pas à l'eau, et donc c'est du positif pour la relation. Soit, en réalité, il y a une espèce de déconnexion et on commence à se louper continuellement. Et ça n'a pas un impact neutre sur la relation. Ça a un impact négatif. Après, il y a toutes les autres formes qui peuvent être aussi délétères. Là, je parle juste de tentatives de connexion, mais il peut y avoir toutes sortes de formes qui vont faire qu'on va se sentir abandonné, seul, pas écouté, pas entendu, qu'on n'aura pas l'impression d'avoir de place. Après, il peut y avoir toutes sortes de formes, mais en réalité, on va avoir l'impression qu'on ne compte pas véritablement pour l'autre, qu'on n'est pas assez important, qu'on ne fait pas une différence. Et donc, ça va créer encore plus d'insécurité. Donc, dans un couple, soit c'est du positif, soit c'est du négatif. Mais il y a rarement, enfin, en fait, les choses neutres sur le lien, sur la relation, n'existent pas vraiment. Donc, cette phase, beaucoup de couples restent dans cette phase et sont dans cette phase pendant des mois, voire des années. Et puis après, il y a 2 autres phases, qui sont des phases où on commence vraiment à construire ou à co-construire la relation et on accède à ces phases parce qu'on arrive à construire de la sécurité. Ça, c'est vraiment et qu'à chaque interaction, on reconstruit, on construit de la sécurité. À chaque opportunité, on vient, heu, on vient valider le partenaire, on vient valider la relation et petit à petit, c'est comme ça que la relation arrive à s'épanouir. Et c'est très paradoxal parce qu'en réalité, il y a on a toujours ces risques, le risque que la relation s'arrête, le risque que, enfin, je veux dire, le risque ultime, c'est la mort de l'un des partenaires. Donc, il y a toujours une notion de risque puisque nous sommes, il est question de finitude. Mais tout le challenge de la relation, c'est de créer de la sécurité et ça part des 2 individus, de comment chacun peut créer de la sécurité pour soi et ensuite de comment on va créer de la sécurité ensemble. Et justement, Myriam, ce que je te propose, c'est que chacune de nous explique justement comment toi, tu vas accompagner des couples dont un des partenaires ou les deux sont en dépendance affective, comment tu vas les accompagner vers la sécurité émotionnelle tous les deux, et que moi, j'explique justement comment je fais en coaching individuel pour accompagner une personne qui est en couple, justement, et qui souffre de dépendance affective pour qu'elle puisse eh bien, pacifier sa relation et pouvoir elle aussi s'autonomiser et se sécuriser pour le reste de la relation. Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux commencer? Non, vas-y, je t'en prie. Alors souvent, en fait, voilà, Myriam, elle va accompagner les individuels et les couples. Moi, pour le moment, je n'accompagne que les individuels parce que, bah, la thérapie de couple, c'est quand même un autre accompagnement bien spécifique et donc moi, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir parce qu'elles souffrent de dépendance affective dans leur couple et parce qu'elles se rendent bien compte qu'il y a certaines problématiques qui n'ont pas attrait qu'au couple. C'est-à-dire que comme Myriam, il y a différentes phases dans un couple, mais en fait, finalement, l'épreuve du couple va forcément, à chacune des phases, venir parler de mes difficultés à moi, de mon histoire à moi, de mes croyances à moi, de mes blessures à moi. Et le problème, comme tu l'as dit, c'est que quand j'ai pas un minimum de sécurité à l'intérieur de moi et une capacité aussi de me détacher, tu vois, de ce que fait mon partenaire ou de me détacher de ses phrases ou de me détacher de ses choix dans la relation, bah, je vais le prendre personnellement, je vais essayer de sauver la relation
ou alors de complètement me sacrifier dedans. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai 3 phases dans mon accompagnement. La première phase, je vais vraiment travailler sur la blessure émotionnelle, donc sur la capacité de renforcer sa sécurité affective. Pour ça, on va venir travailler justement sur quelles sont mes blessures, à quel moment dans mon couple j'en prends conscience. Finalement, quand je dis que mon partenaire est en train de me tromper, à quoi ça vient faire référence chez moi? Est-ce que j'ai eu justement un vécu exprès par rapport à ça? Est-ce que je me suis souvent sentie pas choisie? Pourquoi à chaque fois j'ai peur d'être trompée? Et ce qu'on va venir travailler, en fait, finalement, dans tout ça, c'est les croyances profondes. Parce qu'en fait, chaque croyance que j'entretiens par rapport à la relation, ce sont, qu'on le veuille ou non, des croyances que j'entretiens par rapport à moi. Mmh. Quand je dis, finalement, les hommes sont tous comme ça ou mon partenaire, c'est sûr qu'il va me tromper, bah, finalement, c'est aussi un regard que je porte sur moi en tant que femme et que je considère quelque part que, bah, finalement, pas que je mérite d'être trompée, mais qu'en tout cas, j'ai la possibilité d'être trompée alors que je pourrais très bien me percevoir comme une super femme qui a plein de choses à apporter à son conjoint et qui a aucune raison d'être trompée parce qu'en fait, tout se passe bien. Donc, c'est hyper important de venir travailler sur ça, sur aussi comment je peux sentir de la présence à l'intérieur de moi. Les dépendants affectifs, souvent, ils vivent, comme tu l'as dit, par procuration de la relation. Chaque instant de leur vie est rythmé par la relation. Si j'ai pas le message du matin, je me sens pas bien. Si je l'appelle pas midi à la pause, je me sens pas bien. Si j'ai pas le bonne nuit le soir, je me sens pas bien. Et donc finalement, comment je retrouve de la présence à l'intérieur de moi? Parce que c'est ça qui leur manque. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, ils aiment pas la relation particulièrement pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle leur apporte. Donc il y a ce truc aussi très superficiel de tant que j'ai pas de message, je me sens pas bien, mais en fait, le message en lui-même, je le prends pas vraiment en compte. Donc mon partenaire, des fois, je le prends pas en compte et je ne sais même pas qui j'ai en face de moi. Ça, Oui, on c'est est la beaucoup première phase. plus sur les manques, c'est-à-dire qu'on aime plus la relation, on utilise plus la relation pour combler nos manques que pour véritablement partager quelque chose avec l'autre. Mais ça fait pas du dépendant une personne mauvaise entre guillemets, parce ce sont des schémas, on va dire inconscients, hein. Mais en réalité, on va beaucoup plus être sur le manque plutôt que sur le choix. Or, pour que la relation soit fonctionnelle et qu'elle soit saine, il faut choisir l'autre et la relation plutôt que d'être uniquement animé par la question du manque. Mais tout à fait et d'ailleurs, mais ça, c'est justement le manque d'estime de soi aussi qui fait que j'ai qu'une façon de percevoir le lien. À aucun moment, j'estime que j'ai le pouvoir de choisir ce que je veux faire. D'ailleurs, à aucun moment, elles questionnent leur envie de s'engager. Alors que tu l'as dit, pour construire un couple, bah, il faut aussi une intention commune. D'accord, mon partenaire, il est évitant, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mmh. D'accord, on n'arrive pas à communiquer, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Est-ce que j'ai envie d'améliorer la relation? Est-ce qu'elle est bonne pour moi, cette relation? À aucun moment je m'autorise à avoir le luxe aussi de savoir comment je vais être traitée dans le lien et quelle relation je veux aussi créer avec mon partenaire. Comme si finalement j'avais, quelque part, j'avais pas de part dans la relation. Tu vois, il y a un petit peu ce truc de, je subis et au final je suis pas créateur. Et donc ça, je vais le travailler notamment avec l'hypnose ou avec, des exercices de PNL pour travailler sur les représentations, sur le parcours de vie, sur, plein de choses, la ligne du temps, les croyances que j'ai par rapport à moi-même. Dans la deuxième phase du coaching, on va vraiment travailler sur le renforcement de l'estime de soi. Et quand je dis estime de soi, en fait, il y a différentes choses dans l'estime de soi. Il y a l'image de soi, il y a l'amour propre, mais ça déjà en observant ses blessures, en ressentant sa présence à soi-même, ça commence à se développer naturellement. Et puis il y a surtout la confiance en soi. Souvent, vraiment ça arrive très souvent, les personnes qui sont en dépendance, elles me disent: «Chloé, j'ai pas confiance en moi». Déjà la confiance en soi, ça ne veut rien dire parce que ça s'applique à un domaine précis, un domaine de compétence. Et le Mmh. problème, c'est que souvent vous ne voyez pas ça. Vous voyez que les domaines où vous manquez de confiance. Mais en fait, quand vous prenez la voiture, quand vous faites un repas, quand vous êtes avec vos enfants, vous avez de la confiance. Donc, vous avez cette ressource et vous pouvez la développer. Mais si vous n'avez pas l'estime de vous-même et l'autocompassion, ça ne fonctionnera pas Oui, parce que oui. vous serez tout le temps dans le truc de je suis un imposteur, je vais chercher la petite bête et tout ce qui me concerne, je vais mal me regarder. Donc, ça, c'est fondamental. L'image de soi ne dépend-elle pas aussi du regard de l'autre dans la mesure où Ah bien notre sûr, personnalité. c'est tout le Mais en fait, c'est tout le challenge de l'être humain, c'est que nous ne sommes rien tout seuls. Nous sommes de toute notre, façon «dépendants» tout à entre fait, guillemets du regard de l'autre. Mais tout le challenge, c'est d'être capable d'avoir, à la fois d'être constitué et conscient de ses propres limites, de sa structure, de sa personne, tout en étant capable d'accueillir, de regarder et de effectivement de prendre certaines choses de ce que nous renvoie l'autre.
C'est ça. Mmh. Depuis le berceau, notre estime de nous-mêmes, elle est constituée par les personnes qui nous entourent. C'est ça justement tout le défi des troubles de l'attachement, c'est qu'en fait, paradoxalement, on veut travailler sur nos troubles, mais notre attachement, il est constitué des personnes qui ont formaté justement notre attachement, qui ont été nos parents, la qualité de l'amour qu'on nous a donné. Mais quand on est adulte, on a le pouvoir de travailler sur ça. Et puis justement, en fonction des expériences qu'on a eues, bien sûr qu'on a eu une image de nous-mêmes particulière, mais on peut travailler dessus parce que le problème, c'est que si je reste avec ce qu'on m'a donné et que je me dis que de toute façon, j'ai pas de valeur, bah forcément, ça va s'impacter dans ma vie et dans mon équilibre de vie. Et donc, Oui. travailler sur l'estime de soi, ça implique de revenir au centre. Je l'ai dit tout à l'heure, mais les personnes en dépendance affective, dans le couple, elles s'oublient énormément. Moi, le nombre de femmes, Bah, c'est au une des début, on premières travaille. étape que de se remettre au centre et pas de façon égoïste, mais justement d'une façon qui soit saine. C'est-à-dire, on a la première chose déjà, c'est d'avoir conscience de soi, d'avoir conscience de ses limites, d'être en capacité à avoir des interactions avec autrui de voilà, c'est cette espèce de rassemblement, on va dire, et c'est même ça se vit dans le corps. Il y a quelque chose qui doit se sentir au niveau du corps. C'est pas une construction mentale, c'est vraiment quelque chose où on sent, et c'est là où on va faire pas mal aussi d'exercices vraiment au niveau du corps pour sentir bah, ses limites, sa structure, sa peau. Il y a des tas d'exercices qui existent aussi pour pouvoir s'autoréguler. L'autorégulation, elle est très très importante parce qu'elle nous permet aussi petit à petit d'avoir confiance, etc. Quand on commence à savoir s'autoréguler émotionnellement, c'est très différent de ne jamais savoir ce qui va se passer sur le plan émotionnel. Quand on commence à comprendre ce qui se passe sur le plan émotionnel et qu'on est capable de se réguler, ça donne énormément confiance et c'est une façon d'apprendre véritablement à se connaître. Et donc ça, c'est des choses qu'on utilise beaucoup en thérapie individuelle, mais même en thérapie de couple. La différence avec la thérapie de couple, c'est que moi, il m'arrive de travailler sur la relation, donc le client, mon client, c'est la relation, c'est le couple, mais bien entendu qu'on va faire aussi des tranches avec l'un, avec l'autre, mais sous le regard de l'un et de l'autre, ce qui est très différent de le faire juste avec un thérapeute. Très souvent, c'est assez, on va dire, ça a un effet, c'est un peu puissance 2, puissance 3, c'est assez efficace et ça permet vraiment de prendre conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, si on est désolée, l'alarme, hem et c'est souvent extrêmement efficace. Comment travailler la dépendance affective dans la relation? Moi, quand je travaille avec un couple, les couples viennent me voir avec un symptôme. Ils ont toujours un symptôme, un problème, une infidélité, une dépendance affective, des conflits récurrents, une crise existentielle, une dépression de l'un ou de l'autre. Il y a toujours quelque chose qui fait symptôme. Après, la question, c'est pas de s'occuper du symptôme. Le symptôme, c'est ce que le couple me donne à voir. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller regarder bah, tout ce qui se passe en dessous du symptôme, tout ce qui fait que tout ce qui se passe dans la façon d'interagir de la relation pour justement que chacun puisse apprendre à être soi en présence de l'autre, à fonctionner avec l'autre. Et on va utiliser plein de choses. On va utiliser des outils de la thérapie systémique, que ce soit le génogramme, que ce soit le blason. Donc ça, je laisserai les personnes aller regarder un petit peu, mais c'est en fait le poids des héritages et notamment des héritages relationnels au sein des familles et comment ça va venir se jouer dans la relation de couple. On va travailler sur des jeux de rôle, on va permettre au couple de prendre conscience de ce qui se passe vraiment, faire reformuler des choses, on va leur faire travailler au niveau du corps aussi. Et tout ça, moi, j'ai pas de feuille de route. Ce que je sais, c'est que le travail va durer en général une dizaine de séances parce qu'il y a vraiment un processus qui doit se mettre en place. Et je donne une échéance aussi parce qu'on a besoin de créer de la sécurité justement. Donc le cadre est très important parce que c'est ce cadre qui va créer de la sécurité. Pour un couple où il y a des attachements évitants, anxieux, où il y a des conflits très importants, où il y a beaucoup d'insécurité, le cadre de la thérapie, avec des bords, avec des limites, voire des choses qui ne leur plaisent pas du tout, venir tous les 15 jours à telle heure, etc. C'est quelque chose déjà, il y a un engagement qui est demandé. Il y a plein de gens, ils n'ont pas du tout envie de s'engager. Mais justement, ce cadre va leur permettre aussi d'expérimenter une autre façon d'être en lien, une autre façon, et du coup de la sécurité. Et petit à petit, eh bien, on va aborder un point, un deuxième point, et les choses au fur et à mesure, et on travaille sur énormément de choses de façon
simultanées, mais en les abordant de plein de façons différentes, ce qui va faire qu'au fur et à mesure, le couple va pouvoir se ressaisir de sa, on va dire, de sa réalité, que les personnes vont sortir très souvent de postures ou très souvent, ce qui est caractéristique dans les couples, c'est que les 2 subissent. Souvent, il y en a un qui pense qu'il y a que lui qui subit, mais en réalité, les 2 subissent. Donc, c'est vraiment donner à chacun le pouvoir de reprendre part à la relation, de devenir acteur de cette relation. Il y a aussi des couples qui viennent me voir et qui me disent: il y a rien qui va», mais en fait, on se rend compte qu'il y a plus personne dans la relation. Chacun vit sa vie. Alors là, c'est pas de la dépendance, c'est de l'hyper indépendance. On est sur des voies parallèles, on Oui, se croise même plus, voire on se croise, des mais engagements émotionnels. alors c'est pas qu'ils sont désengagés, c'est qu'ils se sont arrangés pour ne plus avoir à frictionner. Et alors, il y a des couples pour qui ça va très bien et ça fonctionne très bien et c'est leur modalité et c'est OK. Mais ceux qui viennent me voir, forcément, c'est qu'à un moment donné, il y en a un des 2 ou les 2 qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui voient qu'ils sont au bout de ce fonctionnement-là. Donc la question, c'est vraiment comment l'un et l'autre va pouvoir être reconvoqués, entre guillemets, prendre part à la relation, se rendre compte qu'ils vont y trouver, qu'ils peuvent. En fait, l'objectif de la thérapie de couple, c'est de leur redonner de la liberté. Donc, d'identifier tous les schémas de fonctionnement récurrents, les automatismes, de travailler sur les émotions, de voir comment gérer les émotions au sein de la relation et utiliser l'émotionnel au service de la relation et non plus pour la subir. Après, on va traiter différentes, parfois on va traiter des problèmes solubles. Il y a des problèmes solubles qui sont des choses très pragmatiques qu'on va traiter en coaching. Et puis, il y a tous les problèmes insolubles, c'est-à-dire comment je fais, moi, avec un autre qui n'est pas moi et qui vient me faire bosser sur certains éléments. Et puis, il y a ces éléments d'autocompassion, de développer une meilleure estime de soi, plus d'acceptation de l'autre. Apprendre à accepter l'autre, c'est apprendre à s'accepter soi. Bon, je dis les choses un peu tout mélangées, on va dire. Ce qui est essentiel en thérapie de couple, c'est comprendre qu'on travaille avec ce qui est présent et en fait, ça va justement suivre vraiment le rythme, qui est aligné, qui est juste pour le couple et pour chacun des personnes membres du couple et qui va leur permettre petit à petit de retrouver de la liberté au sein de cette relation pour pouvoir faire de leur relation ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Donc de s'en saisir. Voilà, en leur Ce que donnant je et les capacités propose, émotionnelles et les compétences relationnelles pour le faire. Ce que je te propose, Myriam, c'est qu'on passe à la partie de comment les personnes qui sont intéressées par nos accompagnements peuvent nous contacter ou vers quoi on peut les diriger en fonction de leur Mmh. situation. Donc, je te laisse commencer avec ce que tu veux leur dire. Et ben, moi, c'est facile, il suffit simplement de me contacter, donc via mon moi, j'ai une adresse mail myriam@atoutcouple.com. On peut me chercher sur internet très facilement Myriam Bidot, Bidaud. On tombe sur ma fiche Google, vous avez accès à mon agenda pour prendre rendez-vous. Ensuite, la question du choix de l'accompagnement, on le fait ensemble en fonction de ce qui est le plus ajusté, par rapport à ce que vous me direz. Mais je propose des accompagnements sur un. En fait, moi, c'est toujours un mix de coaching et de thérapie. C'est un peu la profondeur de la thérapie et l'impact du coaching. Et puis, j'ai beaucoup d'outils. Mmh. Et donc, je travaille en individuel, en couple. Et puis, sinon, j'ai un accompagnement qui est spécifique pour les personnes qui sont aujourd'hui célibataires et qui veulent attirer et rencontrer la bonne personne. Donc, c'est un accompagnement qui s'appelle Clarté Rencontre. Et actuellement, je propose, j'ai ouvert le programme pour vraiment quelques places. Il y a 2-3 places qui sont disponibles actuellement. Donc, pour me contacter, c'est tout simple. On tape Myriam Bidot, Bidaud sur Internet et on tombe sur ma fiche. Très facilement, on a accès à moi. Voilà. OK, bah, super. Pour les personnes qui seraient intéressées à l'idée de me contacter ou de faire un coaching avec moi, il y a 2 informations, différentes que je souhaite vous donner. La première, c'est que pour les personnes qui sont intéressées par un coaching individuel, que ce soit sur quelques séances ou sur un accompagnement plus long avec un suivi sur plusieurs mois, dans tous les cas, il faudra passer par une prise de contact téléphonique pour que je sache, quelle est votre problématique, quels sont vos besoins et dans
80% des cas, je vais surtout vous proposer une première séance pour que vous puissiez tester qu'est-ce que le coaching et que je puisse D'accord. voir si je peux vous accompagner. Et dans ce cas-là, à la fin de ce live, vous allez trouver de toute façon sur toutes mes vidéos, le premier lien dans la description, c'est le lien pour réserver votre prise de contact téléphonique avec moi. Et la deuxième chose, c'est que ce soir, j'ai un événement un petit peu particulier, c'est que je fais une sorte d'atelier pour l'ouverture de ma formation S'aimer plus, qui permet en fait de se libérer de la dépendance affective avec une formation en ligne entre 3 et 6 mois d'accompagnement. Donc chaque semaine, vous avez des vidéos qui vous accompagnent, des outils, des défis, des mises en pratique. Et donc là, justement, j'ai organisé un atelier qui est complètement offert, qui va durer, je pense, 1h30 sur Zoom. Donc on sera en petit comité. Et pour vous inscrire, vous devez aller sur mon compte Instagram. Donc c'est S'aimer plus sur Instagram. Donc vous marquez S'aimer tout attaché comme on va s'aimer de, de Gilbert Montagnier. Puis après, vous rajoutez plus, tout simplement. Donc vous allez me trouver. Et dans ma story, je vous donne un lien pour vous inscrire à l'événement de ce soir. Donc vous recevrez après un lien de connexion. Et donc je vous présenterai en l'occurrence à la fin qu'est-ce que la formation pour les personnes qui cherchent beaucoup plus quelque chose en autodidacte avec leurs contraintes de temps et qui n'ont pas forcément de faire un coaching en one-to-one, comme on dit. Voilà. Et ben écoute, Myriam, je te remercie pour ta présence ce soir. Et Merci à c'était toi, vraiment Chloé, un c'est un plaisir plaisir. de faire ce live avec toi. Merci beaucoup à vous aussi d'être là et puis on reste à votre écoute. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir, bonne soirée à vous.